Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux. Non, merci d'être venus. On a la chance de recevoir ce soir Francis Soler, qui nous fait le plaisir de venir à Strasbourg. Francis Soler, d'abord, est, je trouve, un architecte exemplaire. Et c'est en ça qu'il nous intéresse de l'inviter. Il est aussi Grand Prix national d'architecture, et ça depuis 1990. Donc c'est pas rien, c'est pas juste un titre honorifique, c'est la manière dont les professionnels de ce métier, qui est quand même un métier très, je ne veux pas dire exclusif, mais exigeant, reconnaît à ses confrères et collègues leur extrême qualité. Donc merci d'être venu ce soir, Francis. Tu es pour moi un architecte exemplaire. Pourquoi ? Parce que tous tes projets sont, j'ai envie de dire, différents. Tu travailles dans tous les domaines. Chaque programme est une nouvelle invention, une nouvelle recherche. Tu n'as pas construit énormément, mais les bâtiments que tu as construits sont tous publiés, primés, sont tous exceptionnels parce que c'est l'idée d'attacher à chaque projet une dimension, qu'elle soit constructive, qu'elle soit technique, qu'elle soit conceptuelle, sur la question de l'usage, sur la question des matériaux, dans une recherche permanente et avec un soin qui fait comprendre que l'architecte n'est pas juste de la construction. Je trouve ça absolument exceptionnel. On partage une autre... Non, vraiment. Non, on reconnaît... C'est un copain. Ouais, mais c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça qu'on est copains aussi. Et c'est pas pour rien que tu es et amis. Et qu'on a des amis en commun aussi. Oui. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais néanmoins, on reconnaît tes projets parce qu'ils sont dessinés de A à Z. Tous. Et ils ont tous une fortune critique. C'est-à-dire quand tu te saisis des bons enfants, c'est-à-dire du ministère de la Culture, c'est pas rien, en face du Louvre, et que tu le tags ZAP avec de l'inox, bah, ça fait des petits partout. Absolument. Mais oui. Oui, je sais, oui. Et donc tu as une fortune critique sur beaucoup de tes projets, tu es toujours dans l'invention. Et ce qu'on partage, c'est le fait d'avoir énormément de projets gagnants qui ne sont pas réalisés. Et ça, c'est quand même un truc quand même terrible qu'on partage. Mais toi, évidemment, tu as le pompon. Et j'ai souvenir de projets magnifiques, entre autres, à très, très belle échelle, qui est le musée des Arts Premiers, magnifique, mais aussi la base sous-marine. Mais il y en a tellement. Alors, je ne sais pas si tu vas nous les montrer aussi. Non, pas tous. Mais c'est incroyable aussi. Non, mais pour vous, c'est exemplaire aussi de la chance qu'on a en France depuis les années 80 d'avoir accès à la commande publique à travers les concours, ce qui n'est pas du tout partagé par tous les pays, qui est très difficile. C'est très difficile d'y accéder. Et on pense, quand on a gagné, qu'on a la garantie de le construire. Eh bien non. Les aléas de la politique et d'autres font que... économique aussi. Mais tout ça cumulé font que... je pense que tu fais partie des gens qui ont eu raison trop tôt. Souvent. Tu défriches. Et tu es un passeur aussi, parce que Francis Soler a enseigné dans de nombreuses écoles, à commencer par la TU de Berlin avec Finn Geipel, parce que tu es aussi un architecte de partenariat, engagé dans des aventures architecturales. Et donc tu as enseigné plus de 5 ans à Berlin, tu as enseigné à Paris, à l'école spéciale d'architecture, à Madrid, et tu fais des conférences dans le monde entier. Et si vous regardez les publications sur Francis Soler, il y en a entre 8 et 12 pages. Voilà. Donc ça veut dire aussi que la critique architecturale, non mais c'est à ça qu'on mesure. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui font 150 bâtiments, toi tu en as une belle trentaine, qui sont tous exemplaires. Et je trouve que c'est... voilà, c'est en ça que je trouve tout à fait intéressant ton travail, qui est un travail de recherche, d'expérimentation, tu défriches. Et il y a une... voilà, il y a...
Ouais, on peut vraiment parler d'architecture, de construction, de tous les domaines qui concernent la discipline. Et il y a toujours matière. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et merci de venir le partager avec nous ici, y compris cet après-midi de correction dans nos ateliers. Merci à toi. Je te cède la parole. Ouais. Et le micro, si tu préfères le mot. Bon, je remercie Georges parce qu'on se connaît depuis un certain temps. Et on peut l'applaudir parce que c'est un très grand... Non, mais il est modeste, je connais depuis très longtemps. Il est un très grand architecte qui est très très discret, très modeste, mais qui fait de très très belles choses aussi. Bon, partie de la famille, comme on est, des gens qui cherchent, mais pas seulement qui cherchent, qui trouvent. Merci. Parce qu'on a beaucoup de gens qui cherchent dans ce pays, mais il n'y en a pas beaucoup qui trouvent vraiment. Tu vois, bon, donc merci, tu as à peu près tout dit. Hein. C'est vrai que c'est une carrière qui commence pour moi dans les années 80. J'ai la chance de tomber à un moment où le public, le financement public permet de faire des grands projets de l'État. Et puis ensuite, la passation vers le privé, c'est plus compliqué, ça devient plus compliqué, puisque maintenant l'État délègue tout aux grandes entreprises, on va dire. Et donc il y a un vrai sujet sur ce qu'est l'avenir du métier d'architecte. Et c'est donc ça, si vous voulez, qu'on pourra évoquer par la suite. Alors ce que je vais vous montrer, c'est à peu près 12 à 13 projets rapides qui montrent surtout que on a passé beaucoup de temps à essayer de convaincre les autorités publiques et privées que les architectes, ce n'étaient pas seulement ceux qui faisaient des collèges parce qu'ils avaient fait un collège, des hôpitaux parce qu'ils avaient fait une fois un hôpital, et qui faisaient toujours la même chose parce que le jeu consiste à donner aux architectes ce qu'ils savent faire et pas ce qu'ils pourraient faire. Donc l'idée, c'est de montrer que les architectes doivent être formés à plusieurs disciplines, à plusieurs projets, à une façon de penser avant d'être des mécaniciens de la construction. Donc le concept avant la construction, mais l'essentiel aussi est dans la construction. Parce qu'on a trop tendance aujourd'hui à tirer vers la théorie, on va dire, parce qu'il y a de plus en plus de professeurs qui sont plus des doctorants que des professionnels. Et il y a un vrai sujet aujourd'hui sur l'architecture, surtout que l'intelligence artificielle arrive à bras raccourcis sur l'histoire de l'architecture, sur les projets, et qu'on est capable de faire en appuyant sur un bouton n'importe quel projet, fake news ou vraie news, on va dire, mais on est capable de faire un projet. Donc là, il y a une vraie... On est en ce moment, on a une réflexion qu'on mène avec Marc Barani, avec Chazik, avec le ministère de la Culture, justement pour essayer de savoir comment on peut essayer de réformer l'enseignement de l'architecture, qui pour moi est en panne. Voilà, donc on est en train d'y réfléchir à travers différentes commissions, on va dire, où on se pose vraiment la question, parce que si c'est pour continuer à faire des perspectives que des entrepreneurs construisent, c'est pas la peine, quoi. On ne devient que des designers de façade ou de projets, et il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir un projet. On a fait l'expérience avec l'intelligence artificielle. Vous dites projet circulaire de Zaha Hadid, 10 secondes après, vous avez un projet qui ressemble, mais vraiment comme 2 gouttes d'eau, à un projet de Zaha Hadid. Donc là, il y a un vrai sujet sur ce qu'est la position aujourd'hui de l'architecte, la nouvelle position qu'il faut prendre. Il va falloir que vous bougiez tous là pour essayer de faire en sorte qu'on arrive ensemble à essayer de montrer en quoi il y a une possibilité d'une architecture neuve, pas nouvelle, mais neuve, qui permet de passer au-delà de toutes ces espèces de choses qu'on nous balance tous les jours, de conneries sur l'environnement ou sur le bois, sur tout ça, qui sont des petites choses qui n'ont aucune importance par rapport à la mission de l'architecte, qui est une mission de création et de synthèse. Mission, création, synthèse et éventuellement construction, mais bien sûr la construction, sans laisser la main aux constructeurs, qui eux construisent ce qu'ils veulent, et de plus en plus sans nous. Méfiez-vous. On va commencer par donc une multitude de projets. Ce qui m'intéressait, c'est de montrer, pour avoir enseigné, que les architectes sont capables de réfléchir sur un concept global et ensuite de faire plusieurs projets avec différents sujets. C'est-à-dire que
On ne fait pas que des logements, on ne fait pas que des centres de congrès, on ne fait pas que des centres de recherche, on ne fait pas que des ponts, on fait plein de choses différentes. Hein. Des gens comme Marc Barani ont fait des ponts pas loin d'ici, tout en faisant du logement ailleurs. Anne Demian, qui va venir la semaine prochaine, tu l'as vu, à Nancy, fait de la rénovation entre des bâtiments de Lanternier qui dataient de la guerre de 14 et en remettant à Nancy Thermal, pas loin d'ici, allez voir Nancy Thermal, on y était il y a 15 jours, 3 semaines, c'est absolument magnifique. Mais c'est pour montrer que on est capable aujourd'hui de traiter différents sujets et il faut conserver cette chose-là, il faut convaincre que nous soyons capables de faire différents sujets. Donc, pour commencer, c'est pour ça que je disais tout de suite, c'est que l'architecture aujourd'hui, elle est dans tous ses états et la difficulté, c'est comment rendre possible l'architecture et le métier d'architecte dans un monde qui devient vraiment impossible. De fake news, de mensonges, de réseaux sociaux qui disent n'importe quoi. Enfin bon, il faut être très très prudent parce que, voilà, on est parti dans un système qui est un peu difficile. Maintenant, alors, l'architecte est le metteur en scène d'une œuvre écrite par d'autres, il fonctionne à la préférence. L'idée, c'est que, dans cette phrase, c'est de dire qu'en réalité, nous ne sommes pas seuls quand nous construisons. Nous construisons pour d'autres personnes qui établissent des programmes, qui établissent des tas de choses. Et donc, en réalité, l'œuvre, c'est comme un metteur en scène, elle est écrite par d'autres personnes et vous avez l'obligation de la transformer, c'est-à-dire de la matérialiser, de lui donner de l'espace, de lui donner de la technicité, de la fonctionnalité. Mais, à un moment donné, il fonctionne à la préférence, c'est-à-dire que parmi tous les paramètres qu'on va vous donner, ce qui compte, c'est votre choix, votre sensibilité et vos décisions, à partager bien sûr avec les autres, mais l'essentiel, c'est de faire un projet qui sorte de vous et pas du voisin, et qui ne soit pas justement attaché à l'intelligence artificielle qui est en fait la somme de toutes les informations posées sur un même sujet à un même moment. Et ça, c'est pas bon, pas pour moi. Donc, on continue. Donc, ensuite, la difficulté de travailler sur des projets très différents les uns des autres, c'est qu'à un moment donné, on vous dit, non, il ne sait pas ce qu'il fait. Il travaille, un coup il fait des ponts, un coup il fait des logements, un coup il fait des choses rondes, un coup il fait des choses carrées. C'est complètement dispersé, il n'y a aucune cohérence. Donc ce tableau, qui est le délice, le Jardin des délices de Jérôme Bosch, est intéressant parce qu'il montre ce que pour moi est une œuvre d'architecte qui travaille sur différents sujets. C'est-à-dire qu'il montre que effectivement, on peut avoir une composition globale quand on fait du recul sur toute une vie de travail, une vie d'architecture, mais qu'en réalité, chaque scénette est une scénette différente, mais elle appartient quand même à un tout. Alors, c'est pas le style, parce qu'il y a des architectes qui tombent dans le style, c'est-à-dire qu'ils font toujours des carreaux blancs, hein, Richard Meyer ou d'autres comme ça, enfin peu importe, ça c'est du style, c'est pas le style. Là, ça c'est par la pensée, c'est-à-dire que vous êtes dans un système global qui est le vôtre, c'est-à-dire votre propre préoccupation, et si le tableau était général, il contient des éléments qui, en soi, quand vous les isolez, sont des scènes isolées. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choses très différentes, mais à condition qu'elles tiennent dans un concept général qui est le vôtre. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Je commence par la constellation des cerceaux. C'est le dernier projet qu'on a fait, qu'on a livré en avril 2016 pour EDF. C'est un grand centre de recherche, c'est le plus grand centre de recherche sur le nucléaire au monde, et qui est sur le plateau de Saclay, donc au sud de Paris, à côté d'Orly. C'est un projet important puisqu'il fait plus de 100 000 m² et qui a été donc initié par EDF sur un système circulaire que j'ai initié, où on a en fait un bâtiment de recherche et puis 2 ou 3 autres bâtiments d'accompagnement, où là la recherche sur le nucléaire se fait là-dedans, ça c'est l'accueil, et là c'est la partie restauration. Voilà, donc c'est un projet qui se situe juste à l'entrée du plateau de Saclay, à côté du bâtiment de Danone qui a été fait par Architecture Studio, et le développement que fait aujourd'hui sur la ville le paysagiste, architecte, concepteur de Michel Desvignes, et donc qui se développe en fait en 4 cercles. Donc le plus grand fait à peu près je crois qu'il fait 180 mètres de diamètre. Les autres intermédiaires font 77 mètres, celui-là fait 5 mètres. Donc là, on va dire, c'est la recherche plus... c'est dans les bureaux, c'est-à-dire c'est les gens qui travaillent sur la recherche fondamentale du nucléaire. Ensuite, on teste dans ce bâtiment-là, qui est le centre de recherche appliqué, on va dire. Et puis, on a ici tout un centre d'accueil avec une salle de conférence et là, une restauration de 1500 places en 2 services. Voilà, donc on va passer un peu vite. C'est un bâtiment qui est fait essentiellement à base de béton. On n'est pas dans le bois, il n'y a pas besoin de faire de la démagogie du bois.
on a oublié cette connerie. On construit avec des éléments en béton, on est décarboné, on a toutes les certifications qu'il faut, sans pour autant utiliser tous les discours ambiants. On a un bâtiment qui est entouré comme ça d'une espèce de claire-voie. Il y a 14 000 m² de claire-voie autour qui servent à la fois dans la réduction du vent qui est porté sur le bateau de Saclay, sur les locaux fonctionnels qui sont juste derrière, et en même temps, par leur effet cinétique, une perception du bâtiment qui n'est jamais la même. Puisque quand vous travaillez sur un cercle avec des éléments vitrés, le matin, l'hiver ou l'été, de 8 h du matin jusqu'à 9 h du soir, vous avez à chaque fois une scène différente. C'est-à-dire que le bâtiment, il n'est pas toujours le même, comme les bâtiments qui sont carrés, cubiques ou construits avec de la masse épaisse et dense, sans transparence ou sans intériorité. Donc là, on est sur le bâtiment circulaire qui est le bâtiment d'étude principale de la recherche, et on a tartiné aussi dessus des cellules photovoltaïques. C'est un bâtiment qui est complètement autonome en énergie et qui, au contraire, même fournit de l'énergie par les éléments de production de cellules photovoltaïques, donc d'énergie, donc on va dire renouvelable, aux éléments du quartier, ou quand il y a des sautes d'électricité, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de demandes de tirage d'électricité, on le prend là-dessus. Donc c'est un bâtiment extrêmement technologique. Alors là, ce que j'ai expérimenté sur ce bâtiment, c'est ce que j'appelle la flexibilité et la réversibilité totale des espaces. C'est-à-dire que EDF change, mute sans arrêt en permanence, et on ne peut pas leur proposer des bâtiments qui sont figés une bonne fois pour toutes sur un programme. Donc on prend le programme, on l'efface, et on fait en sorte que le bâtiment puisse contenir le programme, mais tout autre programme en même temps. Donc j'ai mis au point un système où on a ce qu'on appelle une dalle active. En fait, on se débarrasse de tous les éléments techniques qui sont en périphérie. On les ramène sur la façade, ici, avec les problèmes de chauffage. C'est la première fois que ça se fait. C'est-à-dire on ramène tout sur la façade. C'est invisible, parce que après, c'est tout un travail de détail et de dessin qui permet de ne pas montrer ces choses-là, mais de montrer que ce qui est intéressant. Et on a à peu près 12 mètres à 13 mètres de portée sur un plan entièrement libre, avec plafond, avec plafond béton et un sol qui contient éventuellement des fluides mobiles. C'est-à-dire qu'à partir de ce faux plafond, on peut ensuite, qui va venir donc de là à là, bouger la totalité des espaces. C'est-à-dire qu'on a 100% de flexibilité sur l'espace. Le chauffage se fait par les parties supérieures, par des éléments d'une dalle. Alors la dalle, c'est quoi? C'est une dalle c'est intéressant parce que c'est une dalle qui fait 40 cm qui a été utilisée en Allemagne. J'avais vu ça déjà en Allemagne, dans les universités. Ça s'appelle une dalle active. C'est comme une gaufre. La gaufre qu'on fait pour manger, quoi, la gaufre. Et c'est une gaufre avec des éléments en béton à l'intérieur desquels passe de l'eau froide et de l'eau chaude. C'est-à-dire qu'on a l'été, confort d'été, confort d'hiver, se passe dans cette épaisseur-là. Et donc, on a par diffusion des calories froides, des thermies froides, on redonne une ambiance calculée par ordinateur, bien évidemment, à l'ensemble du plateau. Ce qui fait, ça permet de faire donc un plan qui est totalement comme ça, mais qui peut être totalement libéré, vide, pour ensuite devenir autre chose. EDF a beaucoup modifié leurs espaces. Ça donne des espaces de cette nature, c'est-à-dire qu'on a à la fois des espaces qui sont des espaces de distribution de cuisine, ici, ou de restauration, des espaces de bureaux. Ça, c'est les mêmes structures, hein, c'est-à-dire qu'on peut y mettre ce qu'on en veut dedans, mais on peut tout effacer et recommencer. Donc, c'est vraiment du durable, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture durable ou environnementale, tout le monde est en confusion. On s'imagine que parce qu'on fait des bâtiments qui sont faits selon certains critères, alors je ne vais pas reparler du bois, mais entre autres, on est dans le durable. Tout ça, c'est bidon, c'est faux, n'y croyez pas. On vous raconte des sornettes. Mais ce qui est important, c'est d'être durable, c'est-à-dire dans durable, il y a durée. C'est-à-dire d'avoir les éléments qui sont fixes le plus possible et qui ensuite peuvent évoluer dans le temps, sans amener de coûts complémentaires, sans coûter plus cher, ou sans dire on va démolir pour reconstruire parce que le bâtiment n'est pas adapté. Ça, Anne Demian vous racontera ça dans 15 jours, 10 fois mieux que moi, parce que c'est une spécialité à elle. Donc là, on a un espace central où là aussi on a innové, puisqu'on a un espace de 36 mètres de diamètre sur cette partie-là, sans aucun poteau. C'est-à-dire qu'on porte par une structure qu'on a dessinée avec Nicolas Green. En fait, c'est comme des marionnettes, c'est-à-dire qu'on a mis par-dessus le plafond, on a mis des sortes de poutres poissons qui permettent de suspendre
ces luminaires. C'est-à-dire qu'en fait, on voit la structure qui passe ici, là, on la voit juste un petit peu à travers, et en fait, on suspend des éléments qui viennent tenir, non pas les pleins, mais justement les vides. Ça, c'est encore plus subtil. C'est-à-dire tu tiens, tout le système par les vides et pas par les pleins. C'est encore plus fort. Donc voilà, donc 36 mètres de diamètre, une salle entièrement libre, aucun poteau. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est des années d'expérience. C'est-à-dire, c'est un poteau, à quoi ça sert pour porter, mais en même temps, quand on a envie de faire une cérémonie, un acte collectif, on n'a pas envie d'avoir le poteau au milieu. Juste à côté, donc, une salle qu'on a aussi fait avec l'acousticien Jean-Paul Lamoureux. On voit ici une salle de 500 places. Alors au début, on avait une salle de 350 places, mais Monsieur Proglio, qui était à l'époque président directeur général d'EDF, a demandé à ce qu'on porte la salle à 500 places parce que nous étions la première salle du plateau de Saclay. Et aujourd'hui, cette salle qui est à l'intérieur d'EDF est mise dans un champ ouvert où tout le monde, y compris les bonnes sœurs, sont venus faire la dernière fois un congrès à l'intérieur de cette salle-là. Donc on l'a passé à 500 places, dans lesquelles on a rajouté des mezzanines en partie haute parce que je ne voulais pas étendre le projet trop au-delà de la façade. Donc on a mis des éléments en plus. Et voilà. Donc, Francis, oui, vous pouvez m'interrompre si vous voulez, hein, quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Non, juste pour préciser que le plateau de Saclay, tout le monde ne le sait pas, c'est le nouveau campus parisien qui est aujourd'hui aussi centrale, polytechnique. Toutes les grandes écoles de France sont là. Supélec, etc. Et autres. Et donc l'idée de mutualiser. D'ailleurs, ils sont tous là, sur le plateau. Alors ça, c'est le centre de recherche. Alors c'est très abstrait. Donc avec ça, ils font bouger les sols. C'est des problèmes vibratoires quand ils mettent des tas d'éléments. Ça, c'est mon copain photographe qui se photographie dans le projet un petit peu, vous allez voir un peu partout. Et puis, c'est des éléments zénithaux parce que tout ça, c'est ultra confidentiel. Il faut rentrer, il faut avoir 3 badges et on ne passe pas. Donc c'est là-dedans que se passe toute la recherche nucléaire française, se passe dans cet espace-là. Ensuite, il y a par les effets circulaires, on arrive à des effets comme ça, c'est assez beau de captation, comme ça, de perspectographe sur le ciel. Et quand vous regardez le ciel, vous voyez ça. Et puis quand vous regardez par en bas, vous avez également un endroit où on peut se poser pour fumer, pour parler, pour bavarder, dans un espace fait un peu comme ces espaces qu'on trouve notamment en Espagne ou à Arles, où on parle d'un endroit et on entend le son se multiplier par 10 de l'autre côté. C'est fait dans cet espace-là, avec uniquement des poteaux et des dalles de verre. Il n'y a aucune poutre horizontale. Le verre a été calculé pour s'autoporter sur des petits poteaux, et tout le calcul a consisté à enlever toutes les poutres. Il n'y a pas de poutre. Il y a des poteaux, c'est comme une table, c'est un poteau comme ça, tu vois, c'est juste... Voilà, ça c'est un petit c'est toutes des petites choses comme ça qui m'intéressent, parce qu'à chaque endroit, il y a une opportunité de faire un peu d'architecture différenciée. Ce que je disais tout à l'heure à certains d'entre vous, que suivant l'échelle sur laquelle vous travaillez, vous avez des échelles différentes et vous devez à chaque fois apporter une attention particulière sur l'échelle qui est celle du travail que vous menez sur une poignée de porte comme sur un espace de 100 000 m². Votre cerveau doit travailler dans tous les sens. Donc ça, c'est l'accès du bâtiment et le magnifique travail d'un immense paysagiste qui nous a quittés il y a 2-3 ans, qui était Pascal Cribier, et qui a fait tout le jardin de Saclay. C'est pour ça que je mets que c'est... Voilà. Donc ça, c'est mon copain photographe à qui j'ai dit, tu as le chantier, fais ce que tu veux, fais des photos. Voilà ce qu'il nous a fait. Pas mal. C'est une sorte de Jacques Tati moderne de la photographie. Il s'appelle Guillaume Martial. Et il est absolument génial. Voilà, donc ensuite, on va passer à un autre secteur, donc celui du logement. Et ça, c'est une opération qu'on a finie donc, en 2017 et 2019, avec précisément une opération de logements sociaux que j'ai faite avec Rudy Ricciotti, que vous avez entendu ici, je crois, il y a 1 an, peut-être, il y a plus d'1 an, 2 ou 3 ans, parce que j'ai vu sa vidéo. Et puis une autre partie qui était avec Fingelpel, avec qui j'ai enseigné à Berlin donc, pendant 4-5 ans, et Anne Demian, avec qui on a fait ce projet comme mandataire. Donc c'est une opération qui se situe donc on le voit ici, c'est dans l'ouest de Paris, donc juste à la porte d'Auteuil. Et l'idée, c'était de fabriquer avec Finn, c'était une idée de Finn, de dire on va
pas prendre... c'est ni l'architecture urbaniste des îlots, c'est pas du tout non plus l'architecture de l'H3 de Christian de Portzamparc qui évite des choses, mais c'est tout simplement un parc dans lequel on pose 4 bâtiments uniquement en fonction du soleil et de l'ensoleillement. Le nord est ici, c'est-à-dire que la position écologique qu'on avait à l'époque, c'était de dire on travaille que sur le passif. On ne travaille pas sur, ce que je dis toujours, tout ce qui est un peu bidon qu'on entend, mais on travaille sur le passif. C'est-à-dire que les bâtiments sont autosatisfaisants parce qu'ils sont bien situés, bien calés par rapport aux orientations, positionnés comme il faut et construits avec des éléments qui sont fondamentaux pour la durabilité. Et, oui, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, il suffit de bien orienter un bâtiment pour qu'on puisse avoir des éléments qui fonctionnent, quoi. Oui. Donc voilà, donc ça c'est le bâtiment, le mien, et ça c'est celui de Rudy. Juste à côté, ils sont là. Le mien est là, celui de Rudy est là. On est juste en face de la Villa Montmorency. La Villa Montmorency, c'est le parc dans lequel habitent les grandes sommités de ce monde. Pinault, Arnaud, Sarkozy, Carla Bruni avec la guitare, et puis voilà. Donc ils s'habitent tous là. Donc on a mis 12 ans pour faire cette opération parce qu'au-delà de la guitare de Carla Bruni, on a quand même eu 12 ans de procès, 12 ans de procédure. Avocat, machin, donc c'était pas aussi charmant que ces gens-là voulaient bien nous laisser faire. Donc on a mis 12 ans, mais on y est arrivé. Donc on a une opération de logement social, ça c'est le mien, c'est mon bâtiment, et ça c'est celui de Rudy, qui sont face à face. Et ça c'est une opération donc, qui était faite par Paris Habitat avec du logement social. Il faut dire qu'en face de la Villa Montmorency, c'était gonflé pour Delanoë à l'époque, maire de Paris, d'imposer des logements sociaux, 200 logements sociaux dans le 16e arrondissement face à ces gens-là. Il y avait quelque chose de provoquant, on va dire. Et donc, on y est arrivé quand même, parce qu'on est têtu. Alors, les bâtiments sont très simples, hein, c'est des cages d'escalier qui aussi vont jouer sur ce que j'appelle le fondement même de la flexibilité, c'est-à-dire au-delà des cages d'escalier qui sont au central, qui sont calculées au minimum, hein, avec des paliers minimums, des escaliers minimums, des ascenseurs minimums, on a tous les logements, tous, sans exception, sont traversants. Traversants, ça veut dire avoir des courants d'air, ça veut dire ventiler les appartements naturellement. Ça veut dire, c'est ça l'écologie, c'est ça, c'est le bon sens de l'habitat, de l'habitation simple. Alors on nous a dit, oui, mais ça coûte plus cher parce que vous n'avez pas de coursive et puis que vous avez ça. Faux, démonstration. On a fait avec Léon Gross, ils ont fait une démonstration qu'économiquement, c'était moins cher que tous les bâtiments à coursive. L'entreprise, pas moi, architecte, l'entreprise qui a construit ça a démontré qu'économiquement, c'était plus intéressant que des bâtiments traditionnels dont on vantait les mérites sur l'économie. Donc, parce qu'il y a effet de répétitivité, parce qu'il y a effet d'industrialisation, parce qu'il y a effet de multiplication des éléments. On les voit ici, et chaque appartement de 3 pièces possède une double façade, logement social, hein, avec des baies qui s'ouvrent à 100%, de l'encadrement de 4,50 m, et derrière, ici, une véranda qu'on voit ici, c'est-à-dire avec qu'on voit au-delà d'un petit balcon de 80 cm pour tout le monde, de tous les étages, sans exception, et sans formalisation de terrasses qui permettraient d'avoir des zones plus privilégiées que d'autres, quoi. Donc ça, c'était quand même une grande évolution, parce que là, le logement, c'est mon domaine, hein. Ça, c'est un domaine que je connais depuis des années. Je pense qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à essayer de donner au logement des conditions de durabilité, mais en réalité, on s'aperçoit que les choses sont simples, c'est-à-dire qu'il faut travailler la fenêtre, travailler l'hygiène de la lumière. La quantité de lumière qui rentre dans un logement est plus importante que la quantité de ce que le mouvement moderne appelait l'espace, tu vois. Donc, ce qui compte pour quelqu'un qui habite dans des appartements, c'est d'avoir une vue, d'avoir de la lumière, d'avoir de l'hygiène, d'avoir de la ventilation, sans pour ça allumer un chauffage, allumer une clim, faire un truc. Et ça, c'est une véritable attitude écologique. Mais celle-là, elle compte pas, parce que quand tu la spécifies dans les éléments qui sont codifiés, ça ne rentre pas dedans. Il n'y a pas de case qui dit que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est terrible en ce moment. C'est entre la normalisation et ce qu'on peut faire réellement pour un système écologique durable, c'est pas du tout en point. Les logiciels ne sont pas adaptés. Non, c'est pas adapté. Il y a trop de fake news qui se baladent. Donc voilà, ça c'est le bâtiment que... On verra le mien, puis on voit celui de Rudy tout de suite derrière, mais le mien, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est un système, en fait, avec une coursive, une paroi simple, en première peau,
qui est une paroi, un simple vitrage, et puis derrière, au-delà de la coursive, un système d'ouvrant continu qui permet d'ouvrir la totalité donc, de ces baies. Tout est fait en monochrome, RAL 9007, et c'est de l'aluminium, donc on travaille avec du verre, ça pourrit pas, d'aluminium anodisé RAL, ça pourrit pas, et avec du béton, ça pourrit pas. Bon, après, on peut toujours imaginer aujourd'hui plein de projets qui sont des façades je sais pas quoi, en chanvre, pareil, en bois, avec aussi, il faut mettre maintenant, si j'ai bien écouté Marion Valère à la ville de Paris, elle dit qu'il faut mettre des anfractuosités dans les façades pour laisser venir les moineaux nichés dans les façades, totalement irresponsable. Ça ne rentre dans aucun critère, c'est de l'écologie de bazar, la politique aujourd'hui dit n'importe quoi. Donc méfiez-vous des contrefaçons, comme disait l'autre. Voilà donc les logements sociaux qu'on a fait, et puis ça c'est la partie où on voit se succéder dans un travail qu'on a fait à 3, donc ça c'est... Bon, il y a Rudy qui est de l'autre côté, moi je suis là il y a Anne de Mians, que vous verrez dans quelques jours, et ça il y a Finn Gaipel, et ça c'est un travail sur l'intérieur de cet îlot qu'a fait Anne, qui vous en parlera mieux, qui est un travail abstrait sur un creux, un trou, qui monte, il n'y a pas de jour en haut, tu vois, c'est juste une espèce de lanterneau en négatif, c'est un espace absolument magnifique, avec une infinité de perceptions sur un carré de 6 par 6. Et qui monte sur 30 mètres de haut. Incroyable. C'est vraiment un travail d'artiste. Tu pourrais présenter ça au MoMA à New York, tout le monde viendrait serait en admiration. Et donc ça, c'est des éléments qu'on a pu imposer comme ça à des maîtres d'ouvrage quand même comme Cogedim, tu vois, ou comme Habitat. C'est pas quand même des petits promoteurs qui se laissent faire facilement. Mais ils ont accepté de jouer ce rôle, qui était de dire, en fait, on fait entre 4 architectes, donc Ricciotti, Gaipel, Solaire et de Mians. On invente ce qu'on a appelé l'éloge de la méthode, c'est-à-dire qu'on voit un peu plus tard, voilà, on le voit bien sur ça, c'est-à-dire qu'il y a quasiment les 4 bâtiments qui sont là, et c'est l'idée de dire finalement, par la couleur, par la matériau, par une sorte de gamme de travail, on a les mêmes châssis, mais pas au même endroit. On arrive à créer ce qu'on appelait une mutualisation complète des éléments de construction, de seconde œuvre, de façade, du projet, qui fait que quand on passe d'un projet à un autre, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pareil. Et c'est ce que Rudy a dit, nous avons fait le premier projet communiste de l'architecture française. Dans le 16e. Dans le 16e arrondissement. Non, il n'est pas là, il est derrière, il est pas, on le voit pas ici, je vais te le montrer, il est derrière, il est là, on le voit tout à l'heure, parce que bon, il est ici, là, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est-à-dire que le projet de Rudy, il est plus comment dire, avec des volets qui sont mobiles. Et ça, c'est la façade avant de Rudy. Ça, c'est la façade arrière de Rudy, qui donne sur le mien, qui est comme ça. C'est pareil. On a les mêmes râles, pas tout le monde. Sauf Anne, qui a un râle un tout petit peu différent, qu'on voit ici, qui est un peu plus miel, on va dire. Tu vois, couleur un peu miel. Et tous les râles, c'est tout du RAL 9007. C'est-à-dire qu'on a les mêmes panneaux, les volets sont les mêmes avec les mêmes ondes, comme on voit ici, tu vois. C'est-à-dire on a tout un travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est vrai, les architectes cherchent toujours à faire une œuvre personnelle. Mais à un moment donné, on a dit, non, on va essayer à la fois d'être différent, mais en même temps d'être pareil, tu vois. Et c'est la première opération qui est, je pense, à Paris comme ça, quoi, c'est vraiment au point que Marie-Christina Bourdette, qui était présidente de la Cité d'Architecture, nous a demandé de faire en 2019 une exposition dans laquelle on a présenté les maquettes. Ça s'appelait donc l'architecture d'une confidence, avec Anne de Mians, l'éloge de la méthode, c'est-à-dire qu'on présentait une méthode de travail qui permettait d'aboutir à quelque chose de cohérent au global, avec des prototypes qu'on a fait à l'échelle 1. C'est-à-dire qu'on a présenté à la Cité d'Architecture des morceaux à l'échelle 1. C'est-à-dire qu'il y avait les volets, les gens pouvaient ouvrir les volets, pouvaient manipuler les choses. Et tu dis ça, c'est la solution qui a permis, avec finalement la commande de marché, oui, 4 fois plus grand que l'édifice, de permettre d'avoir des doubles façades, etc., pour du logement social. On a construit ça à 1000. Voilà. Alors, cette opération, elle est construite dans les prix du logement social. C'est-à-dire on n'a pas eu un centime de plus. Même les majors, tout, même n'ont pas ajouté... Rien. On a construit ça à 1700 € du mètre carré. Je te dire. 1765 € du mètre carré. Démonstration faite. Oui, fini, loué, clé en main. 1765 € le mètre carré.
Donc on ne nous raconte pas de conneries, on peut faire. Si tu mutualises, et ce qu'on a dit à la ville de Paris qui n'écoute rien, c'est de dire, au lieu de faire des opérations à 20 logements, 30 logements, 50 logements, où tu multiplies les frais généraux en permanence, tu multiplies les entreprises, la différenciation. Oui, non mais d'accord, mais quand tu as une possibilité de faire 400 logements d'un coup, tu fais 400 logements, tu prends 4 architectes. C'est pas 400 logements pour un architecte. Comme ça s'est fait, c'est une espèce de compagnonnage, d'intelligence, et tu mets en commun. Et si vous avez l'occasion de travailler ensemble, faites-le. C'est-à-dire, c'est pas juste pour faire une jam ensemble, c'est aussi pour donner aux gens ce qu'ils ne sont pas capables d'obtenir par un système traditionnel. L'idée, c'est de... Moi mon rêve, tu vois, il est là. C'est de donner ça aux gens qui louent 900 € par mois, tu vois, ou 700 € par mois, je crois, en 3 pièces, dans le 16e arrondissement, pour Paris Habitat, c'est de leur donner ça. Ça, c'est de l'architecture et sociale et d'avant-garde. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller leur faire des trucs avec des biscottes de partout, là, tu vois, avec des machins pour faire architecte, avec des machins qui se... Non, c'est pas ça. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ça. Les gens qui sont dedans. Voilà. Donc tu vois, c'est la mutualisation. Ce qu'on a expliqué, c'était de leur dire que il fallait qu'ils aient des moments où ils ont raté sur Cardinet ou sur Seine-Rive-Gauche des opérations qu'ils auraient pu lancer avec des grandes masses financières qui permettent de mutualiser, d'industrialiser, donc de réduire les coûts. Mais il faut que tous les architectes jouent le jeu. Et avec les macrolos, il n'y a pas un peu cette démarche? Non, Macrolo, c'est une entreprise qui donne ça à des architectes à qui ils disent ce qu'il faut faire. Là, personne ne nous a dit ce qu'il fallait faire. On l'a fait nous-mêmes. On a retourné le système. On n'était pas dans un système de conception-réalisation. On était dans un système de marché classique de construction. Donc on a pu choisir des entreprises, on a pu aller à l'endroit. Mais dans les macrolots, c'est une entreprise qui dit à 4-5 architectes, voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire des balcons en béton, avec des fenêtres qui sortent de chez la paire, avec un truc central et 2 fenêtres qui s'ouvrent. Basta. Et où vous faites, ou vous dégagez. Il n'y a que 2 solutions. Ça, c'est pas le cas. Et c'est ce qu'on essaie de développer, tu vois. Mais bon, c'est pas facile. Bon, alors on va sortir. On va aller un peu plus loin. On va aller en Corée du Sud, où on a gagné un concours avec, je ne sais plus comment il s'appelle, un Espagnol et Maximiliano Fuxas, qui s'appelait c'est le long du fleuve qui est en plein milieu de la ville, hein, donc en Corée du Sud, à Séoul, et qui... marche plus. Si, voilà, ça revient. Voilà. Alors, l'idée qu'ils avaient, c'était, bon, on avait un site en plein milieu donc, de Séoul, avec un grand fleuve qui est ici, et puis, en fait, ils voulaient déménager toute cette zone-là pour les mettre ailleurs. Ça s'appelle le quartier des shoemakers, des cordonniers, pour le faire en français. Et donc, l'idée, c'était de dire, on les met, ou alors, on sait pas où les mettre. Bon, donc, nous, ce qu'on a proposé, c'était de dire... Comme de même que souvent dans les villes qui ont des fleuves, en France, soit à Paris ou ailleurs, ou à Strasbourg, il y a souvent les autoroutes qui sont entre les habitations et le fleuve. C'est une manie qu'on a tous, je sais pas comment, on a toujours voulu circuler le long des fleuves, donc ça on se moque. Alors maintenant on essaie de retrouver effectivement des promenades le long des fleuves. Voilà, donc ce qu'on a proposé de faire, c'était de dire on va déménager tous ces gens-là, mais on va les mettre dans un endroit ici, sur le fleuve, mais on va élargir le fleuve, c'est-à-dire qu'on va faire passer en fait un bâtiment par-dessus, parce que l'autoroute qui est ici, l'idée, et c'est là-dessus qu'on a gagné d'ailleurs, l'idée était de dire, cette autoroute qui est là, qui en fait est là, il faut l'enterrer et la passer en dessous en tunnel. Que le coût de cela est faramineux. Ils s'en sont aperçus au moment du concours. On a dit non, on ne touche pas. Puisqu'il est soulevé, on l'encadre, on l'enferme, mais pas en sous-sol, on le laisse là où il est. Et l'eau qui est ici, on le fait passer par-dessous. C'est-à-dire qu'en fait, le bâtiment est là, l'autoroute est là, continue, et on fait passer l'eau par-dessus. Et on met tous les éléments de programme qui sont dessus, ici, sur l'autoroute, qu'on n'entend plus, qu'on ne voit plus. Et ça donne ça. Voilà, il y a l'eau qui passe derrière, qui vient sur les quais, c'est-à-dire que les quais retrouvent l'accès à l'eau, et on a un élément vertical et horizontal qui se défile tout le long avec de l'eau de chaque côté. C'est comme si on recréait une sorte d'île Saint-Louis moderne à Séoul.
Voilà, et donc ça donnait ça en plan de masse, donc on conservait la route, qui est donc, vous l'avez compris, qui est avalée un petit peu comme l'éléphant là, dans Le Petit Prince, avalée dans cette espèce de peau qui est là, et qui passe de ce côté, et puis la ligne, c'est tout simplement une ligne horizontale dans une immensité de construction comme ils savent le faire en Corée du Sud. Alors le projet, c'était, Perrault avait gagné juste avant ce qu'il appelait les underground, c'est-à-dire qu'il y avait des grands concours où Perrault, spécialiste des sous-sols, avait été lauréat des parties en dessous, et ça, ils avaient appelé ça superground, c'est-à-dire ça se passait en superstructure, et donc on a été 3 à être retenus sur cette affaire, enfin sur des projets différents. Alors, dans toujours les bâtiments de hauteur, donc la Défense, là, on avait été invité par la Caisse des dépôts, juste à côté de l'Arena, là, justement, le stade dont je parlais tout à l'heure, qui est un stade mixte, c'est-à-dire le stade du Racing, c'est un stade où il y a des bureaux qui sont derrière le terrain de foot. Et là, c'est tout un travail aussi sur la flexibilité et sur le positionnement de 2 tours qui sont juste derrière la Défense, l'arche de la Défense. Alors là, c'était toute une combinatoire sur la mixité, c'est-à-dire qu'on a inventé un nouveau système où on pouvait à la fois avoir des plateaux totalement libres, avec des noyaux, on le voit ici, des noyaux qui sont très denses, parce qu'une tour, ça se tient par le noyau essentiellement, donc dans la partie centrale. Et autour, on avait des d'espaces assez larges qui nous permettaient de mettre soit des bureaux, soit des hôtels, soit des équipements. Et l'idée, c'était on a 3 possibilités ici. L'idée, c'était d'empiler une mixité réelle, c'est-à-dire qu'on avait des éléments d'indépendance de circulation à l'intérieur et on pouvait empiler donc, des différenciations de programmes, de façon à ne pas avoir des tours homogènes de bureaux, de logements, etc. etc. C'était un travail sur la mixité, et puis voilà, on voit ici un peu plus en détail ce qui était ça, c'était l'île de Sheraton qui voulait s'installer dans une des parties des tours, et on voit le travail qu'il faut mener. Ça, c'est rien que l'étude du noyau, c'est 6 mois d'études. C'est rien qu'en flexibilité, flexion et tout. Je veux dire, une tour de 200, faisait 200 mètres de haut quand même. Donc il y a tout un travail. On s'imagine qu'il suffit de mettre 3 ascenseurs. Non, non, il y a des voiles, des épaisseurs, des éléments qu'il faut redimensionner. C'est un travail, vous êtes dans la bonne école pour ça, parce que ici, si j'ai bien compris depuis toujours, c'est une école à la fois d'architecte et d'ingénieur en même temps aussi. C'est sa spécialité. C'est fini ça ? C'est fini, c'est l'autre école, c'est pas ça là ? Oui. D'accord. Bon. On m'a toujours dit Strasbourg, c'est des ingénieurs et des ingénieurs. Donc, bon. Et j'en avais 2 chez moi qui venaient, c'est l'ENSAIS. Ah, c'est bon ça. Ah, c'était bon. et donc voilà, donc c'est tout un travail aussi, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur les courbes. C'est les courbes suivant que tu les fais si tu les fais en bois, en métal ou en béton, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que suivant la décision, quand tu parlais tu faisais une correction tout à l'heure, des éléments qui te permettaient de varier. Donc voilà ce que ça donnait, et puis on avait donc vu d'en haut soit des chambres, soit des bureaux, voilà, dans le même espace. Voilà c'est la tour de la Défense, donc à côté de l'Arena, stade et bureau qui était juste à côté, pas très loin de l'Arche, et voilà. Alors, là, je rentre dans 2 projets qui sont assez spécifiques de la méthode de pensée. C'est en 1994. Hein. Ce projet a été fait en 1994 à Nouméa. Et c'était un campus secondaire et universitaire qu'il fallait déposer sur l'île. Et en fait, l'île était faite dans le Midi, on appelle ça des restanques. Hein. C'est des terrasses qui sont les unes au-dessus des autres. Ah, comme ça, on les voit. Et l'idée, c'était de faire un collège ou un lycée et une université entièrement ouverte, uniquement fait avec des matériaux. C'était en 1994. Et l'idée, c'était aussi de fabriquer dans ces pays qui sont des pays chauds et humides une espèce de thermie, de ventilation, de confort thermique qui soit uniquement fait de choses naturelles et non sans aucun appareil, tu vois, un climatiseur ou autre. Donc, on avait travaillé sur des fibres qui étaient faites, comme j'ai montré tout à l'heure avec les outils, c'était des bambous, des choses, et ces espaces-là étaient scindés comme on voulait, en salle de cours, salle de classe, etc. etc. Et voilà, ça donnait des choses comme ça. Et ces fibres, elles étaient fermées par des éléments qui étaient en polycarbonate, dans lequel, un peu à la manière de ce qu'avait fait ce designer japonais, des inclusions de fleurs complètement endémiques. C'est-à-dire,
comment il s'appelle? Ah, tu vois ce que je veux dire. Bon, celui qui avait mis des roses comme ça dans un... Ah, ça va me revenir. Et donc, l'idée, c'était que la signalétique des fibres était toute différente. C'est-à-dire, suivant les insertions qu'on mettait comme des espèces de... Vous savez, les moustiques qu'on retrouve, ou les trucs qu'on retrouve dans l'ambre. Dans l'ambre. C'était un petit peu pareil. C'est-à-dire que la signalétique se faisait par la qualité, ou la couleur, ou la signalétique des fleurs. Bon, à l'époque, c'était en 94, monsieur le préfet, qui était président du jury, a considéré que je me foutais de sa gueule et que ils ont décidé de me renvoyer chez moi sans même nous payer l'indemnité de concours. Non. Ouais. État français. 94. Aujourd'hui, vous sortez ce projet, on vous crie au génie. 94, personne n'en voulait. C'est ça d'arriver trop tôt, tu disais tout à l'heure. Autre projet où on arrive trop tôt. Ceux qui connaissent, voilà, 99. Une autre histoire un peu dans le même genre. Sous-marine, ceux qui sont bretons ou qui vont en Bretagne connaissent la base sous-marine de Quai Romand qui est juste à Lorient. À Lorient, il faut savoir, c'est la ville la plus vantée de France et même d'Europe. Donc, le concours portait sur la modification des bunkers qui avaient été faits par les Allemands pendant la guerre et où les sous-marins venaient se faire réparer, on va dire, dans ce qu'on appelait les bassins de Radouble. Et ils avaient dit, ce qu'on aimerait bien, c'est que vous nous fassiez un projet là-dedans. Ouais. Voilà, alors ça, moi j'ai dit, mais l'Orient c'est l'énergie. Donc il y a l'énergie du vent, puis il y a l'énergie marémotrice. C'est-à-dire qu'on sait que la marée monte de cette épaisseur-là. Donc l'idée, c'était d'utiliser effectivement à l'intérieur des bassins de Radouble en mettant des équipements mais qui étaient poussés d'Archimède, qui pouvaient monter ou descendre et qui étaient ancrés sur les sols. Mais ce n'était pas ça l'essentiel. C'est qu'on construisait 70 éoliennes qui permettaient, projet financé par EDF à l'époque, partenariat, qui permettait de financer toute l'énergie électrique de la moitié de la ville de Lorient. Ils m'ont renvoyé dans mes pénates en disant mais ça ne va pas. Et ce projet est en train de se faire aujourd'hui à Lorient. Je vous montre un truc. 1999, projet que je propose. On m'envoie chier, il n'y a pas d'autre terme. 2012, il lance le concours des éoliennes au même endroit. Hein. Et aujourd'hui, il y a un projet sur Lorient qui va faire ça. Il aura fallu 22 ans pour qu'on se bouge dans ce pays pour comprendre qu'une idée peut être potentiellement faisable. C'est-à-dire que quand tu arrives à un moment donné, tu proposes quelque chose, on m'a dit, mais non, monsieur l'architecte, c'est pas votre boulot. Votre boulot, c'est de modifier les bunkers. Ouais. J'ai répondu, ça n'a aucun intérêt. C'est toi et fais le beau. Voilà, t'es là, fais le beau. Et l'idée, c'était de dire, non, il faut réfléchir autrement, il faut venir. Et en plus, on venait avec un financement de l'opération. Payé par EDF. Personne ne faisait ça. Voilà. Non. Ils n'ont pas fait. Non. Tu as touché la prime. Même pas. C'était un concours ouvert. C'est un Hollandais qui a gagné, parce qu'en France, il n'y a que les Hollandais qui gagnent. Hein. Il n'y a que les Hollandais qui gagnent, hein. Pas, les Français ne gagnent pas. Voilà, donc il a peint un bout du bassin, et puis en rouge et jaune, et puis ils étaient contents, ils ont mis dedans trois ventes des magasins pour vendre des combinaisons sous-marines. C'est vachement balèze. Hein. Concours international. Hein. Alors, ça, c'est le projet iconique de Francis Solaire, rue Émile Durkheim, qui est juste à côté de la Bibliothèque de France. En 97, donc c'est un projet de logements sociaux, aussi pareil, je fais beaucoup de social. Hein. Ça m'intéresse plus parce que c'est plus difficile, parce qu'on a moins d'argent, et puis l'objectif est plus intéressant. Donc, rue Durkheim, c'est juste, ceux qui connaissent la bibliothèque de Dominique Perrault, c'est juste derrière, juste à côté. Et donc, c'est une opération qui a deux caractéristiques, sa construction et ses façades. Alors, sa construction, c'est la première fois qu'on construisait en France, pareil que j'avais dit tout à l'heure pour EDF, c'est-à-dire il n'y a pas de poutre, poteau et dalle. Poteau dalle, 2,60 m de haut, et c'est un parking. C'est-à-dire vous construisez la modalité du programme comme un parking, et vous venez de glisser devant une double façade, et sérigraphié. Pourquoi ? Parce que double pot, parce que ça permettait d'avoir un système pariétodynamique qui permettait de faire des économies d'énergie dingues. Ce bâtiment n'est jamais chauffé de l'hiver. Les habitants qui habitent ce bâtiment ne chauffent pas de l'hiver. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune facture d'électricité ou de chauffage de gaz de l'hiver. Et
Dans cette double peau, donc, on mettait par-dessus une sorte de sérigraphie. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était, comme vous l'avez vu un peu plus tard sur Auteuil, c'était déjà donc en 94, ce qui m'intéressait, c'était d'amener un maximum de lumière dans les appartements. Et pour amener ce maximum de lumière, moi je sortais de 20 ans de vie dans une ville qui s'appelle Sarcelles, au nord de Paris, et dans lequel on vivait dans du HLM en collectif. Et l'idée, c'était de se protéger des voisins parce que... voilà. Mais au-delà du simple rideau que chacun pouvait mettre et de manière complètement hétérogène, rendant les bâtiments tous dispersés, hétérogènes, l'idée, c'était de trouver une sorte de thématique qui permettait de sérigraphier les façades pour les rendre plus intimes. Donc, il y avait tout un catalogue que j'avais piqué dans le repas des dieux olympiens de Jules Romain, qui est un tableau qui est à Mantoue, et c'est le premier, si vous connaissez Jules Romain, c'est le premier tableau qui déconstruit la Vierge, tout ça, pour mettre, en gros, c'est la première partouze de l'histoire de la peinture. C'est la décensure, tu vois, il y avait des femmes avec des diables, et c'était considéré, à l'époque, quand Jules Romain dessine ça, fait ça, personne ne comprend ce qu'il fait, tu vois. C'était un truc absolument, ce mec était complètement cinglé, tu vois. Et donc, il dessine des choses. Bon, alors donc, c'était l'idée de décensurer, c'est-à-dire on enlevait la censure. Voilà, et donc, après, on installe ces éléments, mais on les met de manière précautionneuse, de façon à ce que personne ne puisse être, dont le regard puisse être interrompu complètement par un regard sur l'extérieur. Donc on voit la bibliothèque de Dominique Perrault, là, qui est juste derrière. On prend la même qualité des vitrages, c'est-à-dire des vitrages plutôt verticaux, qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'on reste dans une famille de complicité, comme on a dit avec Dominique, c'est-à-dire, mais sauf que lui, il est abstrait parce qu'il est dans un bâtiment public, et moi je suis plus domestique parce que je suis dans un bâtiment domestique. Donc l'échelle de la domesticité n'est pas la même que celle de l'équipement. Mais la géométrie est la même. Toujours pareil, complicité et ensuite échelle des choses variées. Donc ça donne un bâtiment qui, deuxième caractéristique, premier bâtiment construit comme ça en Europe, en poteau dalle, avec juste un axe central où il y a des ascenseurs des poteaux, et tout ça, c'est 14 mètres d'épaisseur libre. C'est-à-dire qu'on fait des logements qui correspondent au programme qu'on nous a donné de faire, c'est-à-dire des 3 pièces, des 2 pièces, des 4 pièces, c'est-à-dire on répond à la question que le maître d'ouvrage nous a portée, et puis 5 ans ou 6 ans après, on recommence tout, mais on ne change pas tout le bâtiment, on ne change que l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire, donc en 1994, le système de la durabilité du quota était déjà là, sauf que personne ne l'avait encore vu. C'était ça le sujet, tu vois, c'était toujours pareil, c'est-à-dire, faut tourner. Voilà, donc ça passait de ça à ça. C'est tout bête, hein, c'est un poteau, une dalle, il n'y a rien. C'est ce que Jean-Marc Ibos dit toujours, le logement c'est un poteau, 2 dalles et un balcon. Mais c'est ça, on n'a pas fait autre chose. Voilà. Les frigos, c'est juste aussi pas très loin, c'est le bâtiment qui est juste en face de l'opération de logement. Donc c'est un bâtiment qu'on a fait pour Vinci Immobilier. Alors, c'était un bâtiment qui travaille essentiellement sur des plateaux épais, bien évidemment, parce que les bureaux, ça doit être flexible, etc. Et ce qui, me gênait le plus dans tous les bureaux que je voyais, qui étaient tout vitrés, parce que les bureaux vitrés, il y en a des quantités, c'est que dès que l'instant où on commence à mettre derrière des plantes vertes, des cartons de déménagement, des choses comme ça. C'est le bâtiment de Foster qui est juste à côté. Foster, tout vitré. Erreur fondamentale, c'est une poubelle. Aujourd'hui, c'est une poubelle. C'est-à-dire quand tu regardes le bâtiment de l'extérieur à l'intérieur, c'est une poubelle. Donc, l'idée m'est venue de dire, et si on faisait un système dépoli entièrement, c'est-à-dire qu'on mettait une façade vitrée dépolie avec uniquement au droit, ici, de la lecture ici, au droit, une partie claire, et tout le reste est dépoli. Ce qui fait que quand tu es en bas, ça c'est l'atelier de Laure Vasconi, photographe, quand tu es en bas, tu vois pas ce qui se passe dedans, et pourtant tu n'empêches pas la lumière d'entrer. C'est-à-dire bénéfice du système dépoli, lumière entrante, quantité de matière, de la matière lumineuse, hygiéniste, toujours pareil, hein, importante, mais néanmoins,
dans le temps, le bâtiment ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détérioration de la perception, on va dire, esthétique. On parlait d'esthétique et fonctionnelle du bâtiment. Voilà, donc voilà ce que donne le bâtiment. Pas besoin de forme très compliquée, c'est juste un assemblage de choses avec un décalage des passerelles, parce que on s'aperçoit ici que bon, l'idée c'était que les passerelles de nettoyage de tous les vitrages, puisque l'idée c'était surtout de ne pas avoir une nacelle de nettoyage qui coûte cher, mais de permettre d'avoir des nettoyages à tous les niveaux. Mais comme les dépolis sont là, la partie ouvrante claire, on ne la voit pas d'en bas parce que l'effet perspective, la passerelle bloque les parties claires. C'est-à-dire que quand tu es en bas, tu ne vois que du dépoli. Mais quand tu es dedans, tu vois que du clair. Donc, problème d'inversion de le positionnement dans le bâtiment. Les bons enfants, donc ministère de la Culture à Paris, 2005, une histoire aussi compliquée. On gagne le concours en 1995 et c'est... On attend de 1995 à 2000. Entre le moment où on gagne le concours, il y avait Perrault, Nouvel, machin, Baudin et compagnie, ils étaient tous là, Villemotte. Donc je gagne le concours sur cette idée d'emballage, enfin, non plus de restructuration des bons enfants, du bâtiment des bons enfants qui est juste à côté du Louvre. Et on attend 5 ans, 95, il faut attendre 5 ans. On fait des études de définition pour que notre maire la maire à l'époque de Strasbourg, qui était ministre de la Culture, Catherine Trottmann, décide, par complicité avec Jospin et avec Strauss-Kahn, de financer l'opération. Donc on obtient le financement de l'opération en 2000 et on livre en 2005. 95, rien, 2000, 2005, en 5 ans, il fallait faire le projet. Donc ça a été précipité et fait vite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reprend le bâtiment tel qu'il est. Alors là, on est dans la rénovation, c'est-à-dire qu'une fois de plus, les architectes s'intéressent aussi, non pas qu'à du neuf, mais aussi à des opérations de rénovation. C'est aussi passionnant, c'est dans la diversité du travail qu'on peut avoir. Et l'idée, c'est qu'il y avait un bâtiment ici que j'ai fait sauter pour pouvoir amener une lumière en plein sud-ouest, ici, dans la totalité de la cour des bons enfants. Pourquoi? Parce que tout de suite, les directeurs s'est dit, ben nous, on va se mettre au sud, ici, sur la rue Saint-Honoré, et puis les autres, ils verront derrière. Non, non, pas question. Ça fait un projet social et d'environnement social de l'ensemble d'un ministère, et le ministère de la Culture. Donc on réépaissit, l'ancien bâtiment venait là, et on réépaissit les éléments en rajoutant des bouts de scotch qu'on met dans cette partie, mais pour récupérer les mètres carrés que nous avions perdus en démolissant ce bâtiment, qui n'était pas autorisé à l'époque, même au moment du concours. Ça n'avait pas été même suggéré. Donc l'idée, c'était d'amener lumière, confort, à tous les agents du ministère de la Culture, pas seulement à ceux qui étaient installés dans des bureaux importants dans la partie avant. Donc pour joindre le tout, parce qu'on avait quand même des bâtiments, on le voit avant, on avait quand même des bâtiments très hétérogènes, hein. C'était des bâtiments qui dataient, il y avait des bâtiments de 1920, ensuite il y en avait un bâtiment de 1945 et un autre de 1960. C'est-à-dire on avait 3 bâtiments différenciés, mais dont on ne pouvait pas enlever tout. Donc on gardait, bricolait des trucs. Et donc l'idée, c'était de dire, on balance une résille par-dessus, comme ça, comme un peu dans l'esprit de la sérigraphie que vous avez vue sur Durkheim, mais avec une matérialité de l'inox, qui ne pourrit pas, et qui permet de donner à l'ensemble du bâtiment une sorte d'homogénéité qu'on retrouve ici. Voilà. Donc ça donne des choses comme ça. Vous connaissez peut-être. Alors, on va passer à un autre secteur maintenant, puisqu'on va aller un peu vite. Ça, c'est un projet que j'ai fait sur le pont sur l'Arno en Italie, qu'on est en train d'essayer de réaliser à Valina. C'est juste à côté de Florence. C'est un concours que j'ai gagné donc en 2008, mais qui a beaucoup de mal, parce qu'on peut parler de l'administration française ou de la politique française, mais alors les Italiens, ils sont champions du monde. Hein. Nous, on est des amateurs à côté. Hein. C'est vraiment, on est amateurs à côté de. Hein. C'est champions du monde. Hein. Ça, c'est pour parler, ils sont forts. Hein. Mais alors, pour faire, ils sont pas là. L'Italie. Donc voilà, c'est un pont tout simple qui passe et qui a gagné sur une seule idée, qui était de dire, voilà, on traverse un espace qui est la Toscane, on n'a pas le droit à massacrer la Toscane, donc je relève le défi de faire le projet avec le moins de matière possible. Et j'avais mis le jury au défi de trouver un projet qui mettait moins de matière en scène que ça. Voilà, le projet est tout simple. Il a été dessiné en technique aussi à l'agence, comme ça, avec des systèmes à la fois pour tenir 2 voitures, des circulations piétonnes de chaque côté et une passerelle cycliste qui est même suspendue.
Donc ça, c'était vraiment, on ne pouvait pas faire moins. Donc je remontre juste à quoi il ressemblait. C'est un pont classique en cortène, en acier cortène qui se promenait, voilà, qu'on a fait avec l'ingénieur Nicolas Green. Mais c'était surtout un travail de Michel Desvignes aussi sur le paysage. Nicolas Green, comme vert. C'est avec lui que j'ai commencé à faire le centre de conférence international sur le quai Branly. C'est un ingénieur avec qui je travaille depuis plus de 30 ans, qui est un petit génie, et puis qui est très simple. Voilà, et donc ça, c'est encore un projet avec non seulement le père, mais le fils, puisque c'est un projet que j'ai fait avec Rudy et avec Romain. Pareil, on s'est fait dégommer, mais on présentait sur le... Alors là, c'est sur le plateau de Saclay, c'est la ligne 13, c'est la ligne qui a été lancée dans ce qu'ils appelaient le Grand 8 à Paris, c'est-à-dire Sarkozy avait lancé un périphérique qui était au-delà du périphérique normal de Paris, mais qui allait sur la grande banlieue. Et donc, c'est le projet qui part d'Orly et qui va rejoindre Versailles. Donc, nous, très vite, on a vu qu'il allait avoir un problème politique, parce que comme ils ne voulaient pas passer le projet en enterré, parce que ça coûte beaucoup trop cher, ils se sont dit, on va passer en aérien. Sauf que, quand vous faites de l'aérien, c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, c'est ça le gabarit. Et grâce au petit Romain Ricciotti, on est passé à ça. C'est-à-dire qu'on a utilisé le béton de haute performance dans sa plus grande technicité, donc avec Rudy, et Romain a fait des calculs qui sont là d'ailleurs, voilà, ça donne des choses comme ça, qui utilisent, regardez bien la différence de matière sur le document qui est à gauche. On n'a pas triché, ça c'est ce que vous avez aujourd'hui dans toutes les passations, les éléments. Voilà, avec des portées de 20 à 30 mètres. Voilà. Et nous, ce qu'on proposait, c'était ça. On s'est fait éliminer au profit, devine, de Hollandais, qui ont forcément gagné, et qui 3 mois après, ont appelé Romain Ricciotti, qui avait fait ses calculs, pour lui demander de faire le projet qu'il avait fait avec son père et moi. Je te jure, vous le jure, ça s'est passé comme ça. Romain, qui évidemment est un Ricciotti, a dit « Va fanculo, va fanculo, allez vous faire voir ». Tu vois, il a envoyé les Hollandais pètres. Et il s'est fait une conférence, Romain, ici, brillantissime. Brillantissime. Vous voyez, ces calculs-là, c'est des dalles qui font 40... Ça, tout est en tension. C'est comme si vous mettiez du béton dit de haute performance, c'est-à-dire qui est fabriqué avec de la fibre, et dedans, il y a toute de la précontrainte. Tout ça, c'est de la précontrainte, c'est-à-dire c'est des éléments, c'est comme si vous imaginiez, c'est vos muscles. C'est des élastiques qui sont à l'intérieur de la truc. C'est un travail magnifique. On leur a montré, ils n'ont pas voulu. Ça, voilà, on faisait tous les éléments. C'est des dessins de Romain, ça, qu'on a fait avec lui. C'est beau, hein? Ouais, imaginez une passerelle comme ça. Et alors, voilà, quand on leur a dit, mais vous allez avoir un problème avec les élus du plateau, parce que les élus, quand ils vont voir arriver ces espèces de masses, parce qu'on leur a refusé l'enterrement ça n'a pas raté. Aujourd'hui, ils sont dans une merde profonde parce qu'il y a des parties de tronçons qui ne peuvent pas être faits parce que les élus ne sont pas d'accord, tu vois, de voir passer des trucs comme ça. Mais c'est une fois de plus la technocratie française, la bureaucratie non, la médiocratie. Et la médiocratie qui vient rajouter le troisième merde. Parce que c'est les grandes écoles, parce que ces mecs ils viennent tous des grandes écoles. Bien sûr, ils viennent de tous, ça vient Polytechnique, machin, etc. et compagnie, voilà. Alors ça, c'est des logements qu'on a aussi finis, parce que le logement, vous l'avez compris, c'est mon truc. Donc on a fait pour Vinci Immobilier, dans une autre recherche. On est au bord d'un plan d'eau. Et là, ce qui est intéressant, c'est des projets très simples aussi, construits avec des planchers, toujours des balcons. Et là, on a on le voit un peu ici, c'est-à-dire que c'est des garde-corps. Comme il y a du vent qui vient sur la diagonale du projet, du plan masse, on a des garde-corps qui sont à 1 mètre, plus ensuite on a une partie rabattable qui permet de se protéger au moins une partie et de monter le garde-corps à 1,25 m pour éviter en même temps les effets de vertige. Donc on a des éléments qu'on voit qui se plient et qui sont, voilà, on voit ici, qui sont dessinés de cette façon-là, avec une partie fixe qu'à 1 mètre, 1,05 m, et puis une partie ici qui est repliable, avec un mécanisme de repli. Et puis après, le reste, bon, c'est des façades doubles. Mais là, la ville nous obligeait à avoir là, c'était une obligation, c'était à l'époque où l'orthocad, c'était de mettre de l'isolation par l'extérieur. Alors, quand on fait de l'isolation par l'extérieur, comme on parlait tout à l'heure de construire en pierre et tout, tu peux rien du tout. Tu mets la pierre, mais tu mets l'isolant, et puis il faut que tu mettes une vêture à l'extérieur. Donc, tu mets de l'enduit,
pourri qui dégage au bout de 6 mois. Voilà, aspect pierre, ton beige pierre. Ou alors tu mets autre chose. Moi j'avais choisi de mettre une tôle imprimée, on voit un peu ici sur les trucs, et qui permettrait de faire des espèces de grandes fresques comme ça sur la totalité de la façade arrière. Ça, c'est à l'échelle. Hein. C'est-à-dire que toutes les pièces ont été numérotées. On fait partie d'un dessin. On a trouvé un logiciel qui permettait d'agrandir des dessins que j'ai moi-même bricolés, trafiqués, parce que j'adore ça. Et puis ensuite, on a une espèce de logiciel qui te donne des... Tu sais, c'est comme l'image de Marilyn Monroe. C'est-à-dire que à la fois, tu vois une échelle, et puis quand tu regardes dans le détail, toujours le problème des échelles dont je parlais encore cet après-midi, c'est-à-dire que quand tu regardes dans le détail comme ça, tu vois également il y a des scènes. C'est des scènes qui constituent des scènes. Et on a fait tout ça sur la façade. Voilà, un des derniers projets qu'on a fait sur Paris avec La Poste et Cogedim, c'est à la fois, alors là aussi c'est un projet où il faut réagir vite, c'est un projet de rénovation de la Poste qui était ici, et en même temps on avait des îlots, alors ça a été rénové, et ça a été démoli et reconstruit parce que les équipements qui étaient à la place à la Poste ne pouvaient pas recevoir des logements modernes. C'est-à-dire que la tram était à 2,10 m, 2,20 m, on ne pouvait même pas rentrer les chambres handicapées. C'est-à-dire comme on a les contraintes des chambres handicapées qui font 3,02 m, je ne sais plus exactement, donc la tram ne collait pas, donc on a été obligé de les démolir, alors qu'on voulait les réutiliser au départ. Et donc ça se situe dans un îlot un peu compliqué, et ça c'est bien parce que c'est un exercice aussi de perception, c'est-à-dire que l'idée c'est de construire des espaces, voilà, donc là on voit comment à partir des éléments, ce qui est en noir et ce qui est existant, et ce qui est en gris, et tout ça c'est ce qu'on rajoute par-dessus pour permettre une bonne isolation thermique, une bonne isolation phonique, etc. etc. Ça donne ensuite des appartements sous les toits qui sont comme ça, des rénovations de cette nature, et puis des appartements dans la partie moderne qui sont, on va dire, normaux, mais toujours très, très grandement vitrés. Parce que ça, pour moi, c'est un toc. Voilà. Après, on nous a dit, ah, mais les façades à Paris, c'est de ton-pierre. Non, c'est inox. Donc, c'est pas possible. Donc, j'ai fait des façades avec entièrement des panneaux qui sont entièrement en inox avec du GKD. Le GKD, c'est des espèces de rouleaux d'inox qui se déplient. Et voilà. Et donc, il y a à la fois de l'aluminium parce que c'est ce qu'il y a de plus pérenne dans les menuiseries, puis c'est des grandes baies vitrées, et puis tout le reste a été fait avec des grands panneaux d'inox qui donnent une certaine qualité un peu étonnante au projet. Voilà, ça c'est les projets qu'on voit de bâtiments, faut oser, mais bon, après quand c'est fait, au début c'est difficile, on passe pour des anarchistes, pour des fascistes, pour des communistes, on vous traite de tous les noms, puis à la fin ils disent, finalement c'est pas mal, c'est nouveau, voilà. Donc ça, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire, parce qu'il n'y a pas de référence. Maintenant il y en a. C'est-à-dire, il y en a une. Donc, si tu dis, je veux une façade, elle piquera ça, l'intelligence artificielle. Mais avant ça, il n'y avait pas. Donc, elle ne pourrait pas le faire. Donc, c'est là où il va falloir être malin avec l'intelligence artificielle. Il va falloir biaiser. Voilà, dans les projets, ça c'est un jardin aussi qui a été fait par Besson-Gérard. Voilà, à peu près l'opération de logement qui se termine. Alors, justement, je termine juste les 3 dernières diapos sur la question du logement. La question du logement, c'est quelque chose qui, me travaille depuis, parce que pour la ville, elle est quand même constituée à 80% de logements et de ce que j'appelle du domestique. Donc la ville, c'est pas seulement des équipements, c'est pas seulement Beaubourg, c'est pas seulement des centres de recherche, je sais pas quoi, c'est aussi 80% du logement, et c'est là-dedans que les gens vivent. Donc la question du logement que j'ai traitée depuis Durkheim en 97, mais déjà j'avais aussi fait des projets avant qui étaient moins sur la recherche, m'interroger. Donc j'ai monté ce qu'on appelle un groupe qui s'appelait Initiative Logement, dans lequel j'ai réuni près de 100 à 150 professionnels autour de tables rondes pour parler du logement. Il y avait aussi bien des promoteurs que des constructeurs, que des architectes, que des designers, que des économistes, que des ingénieurs, etc. etc. Et à partir de là, mon idée c'était d'interférer sur la loi Elan. La loi Elan, il faut savoir, c'est la loi la pire qui puisse exister pour les architectes, c'est celle qui vous condamne à travailler pour des entrepreneurs. Et non plus à dire à des entrepreneurs ce qu'il faut faire, mais c'est les entrepreneurs qui disent ce que vous allez faire pour construire. Donc, je suis allé jusqu'à l'Assemblée nationale, on est remonté jusqu'à l'Élysée, etc. Mais M. de Normandie avait décidé, comme pour les retraites, que la loi était déjà réglée, donc on n'a pas pu interférer sur la loi Elan.
Donc ça, c'est un truc. Voilà, donc ça permettait de travailler sur la vision du projet, sur les transversalités, sur le démembrement, sur la chronotopie, sur la conception-construction, etc., etc. Toutes ces questions, et puis aussi sur le fait qu'en France, l'idée c'était de dire qu'on ne construit pas pareil en Bretagne que dans le Midi, dans l'Est de la France que dans l'Ouest de la France, parce que les épaisseurs ne sont pas les mêmes, parce que les climats ne sont pas les mêmes, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. La réglementation nationale est une absurdité totale. Parce ouais. Il faut savoir qu'on a les mêmes règles à Marseille qu'à Lille. C'est complètement stupide, quoi. Donc, à la suite de ça, Initiative Logement, on a essayé, j'ai remonté un deuxième groupe que tu connais avec tous les gens que tu as vus à la fois, Marie-Christine Labourdette, Anne Demian, Marc Baranier et compagnie. Et on a monté, voilà, ils sont tous ici d'ailleurs, on a monté un autre groupe qui interfère aujourd'hui sur la modification de la loi, c'est-à-dire qu'on a été appelé par Matignon pour justement s'occuper de ça. Parce qu'on nous posait toujours la question que les journalistes nous interrogeaient en nous disant « Mais au fond, qu'avez-vous appris ? Qu'avons-nous appris du confinement ?» Et moi de répondre qu'on était tous capables d'applaudir à la fenêtre. C'est tout ce qu'on a appris du confinement. Parce que tout le monde disait après le confinement, vous avez vécu tous le confinement, bien sûr. C'est quoi ? Tout le monde voulait des espaces extérieurs, tout le monde voulait des logements plus grands, tout le monde voulait faire du télétravail, tout le monde faisait. Et aujourd'hui, de quoi on parle ? Est-ce qu'on en parle de ça ? Non. Fini. C'est terminé. Donc tout ce qu'on a appris, c'est applaudir à 20h à la fenêtre. C'est tout. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de repartir là-dessus. Et on est allé voir, il n'y a pas longtemps, le cabinet de la Première ministre, donc avec notre équipe, pour dire on continue, on veut modifier, alors que le logement est en train de revenir sur la scène, tu as vu, parce qu'ils l'ont oublié pendant la campagne présidentielle. Donc l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on veut de la beauté au quotidien, on veut accélérer la transition écologique, on veut travailler sur des échelles d'intervention qui nous permettent de travailler sur des régions. Et l'idée n'étant pas d'avoir des idées, mais de les porter. C'est-à-dire que toute idée que vous pouvez avoir, comme je vous disais aussi tout à l'heure à certains, si vous ne la portez pas par une méthode de communication qui est la vôtre, vous ne pouvez pas aller chercher d'autres, et si vous n'agissez pas, il ne se passera rien du tout. Vous resterez tous derrière le poteau. Voilà. Merci Francis. Ce fut un plaisir. Prenez la parole à travers des questions, parce qu'on a des propositions, des réalités qui sont aussi discutables. Donc, oui. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y, allez, c'est pas difficile, oui, vas-y, commence. Tout d'abord, merci pour cette conférence. Je trouve que vous avez des points de vue très intéressants sur beaucoup de thématiques. François, je pense que vous aussi, vous êtes d'accord qu'il faut, selon l'endroit, la ville, la culture locale, changer les matériaux. Je suis très bien d'accord qu'à Paris, il y a beaucoup d'intérêt de mettre du béton avec des grandes portées, parce que c'est une place qui a beaucoup changé avec l'histoire, où il y a beaucoup de changements dans les pièces. Mais on soit aussi dans la question des maisons comme potentiel de stockage du carbone. Oui. De ça, on est bien d'accord que aussi les écomatériaux, ils pourraient même en combination avec du béton, en isolant, ou aussi dans d'autres endroits où il y a une grande culture du bois, utiliser du bois. J'ai rien contre le bois, vous l'avez compris. J'ai bien compris ça. Plusieurs fois, tu as dit ? Non, je suis contre la tyrannie du bois. C'est-à-dire quand on... Je suis contre toute tyrannie. Non, mais là, on nous impose. Le bois est devenu une tyrannie en France. C'est-à-dire que... À Paris, c'est obligatoire. Si tu ne construis pas en bois, tu dégages. C'est même pas... Ils sont devenus fous. Non, mais ça... Faut comprendre, il ne faut pas être manipulé par le pouvoir politique. Non. Je suis bien d'accord. Et même à Paris, dans l'emplacement, je ne vois pas... Non, mais attends, tu as raison, ton discours est parfait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu construis à Marseille, à Lille, ou à Athènes, ou au Maroc, ou je sais pas, ou en Suède, tu n'as pas à construire de la même manière. Moi, si je construis dans les Vosges, je construis en bois. J'ai pas de problème. J'ai aucun problème avec la proximité des matériaux qui sont à disposition. Parce que aussi, je suis dans un milieu
qui est décarboné naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pluie acide comme à Paris, tu vois, où on t'impose un bois qui devient pourri au bout de 3 mois. Tous les bâtiments que tu peux visiter, qui ont été construits il y a 6 mois en bois, ce sont des épaves. Des épaves. Non, non, mais attends, la structure, alors la structure c'est un autre problème, parce que la structure, c'est du bois qu'on coupe, qu'on envoie en Chine, qu'on fait ramener avec de la colle. Il y a 80% de colle dans les bois qu'on te met dans les structures. 80% de colle. De colle. Donc on te vend de la colle, on ne te vend pas du bois, on te vend de la colle. Donc c'est là où il faut faire attention, parce que le discours politique... Ça dépend des matériaux quand même. Oui, si tu veux, si tu veux. Mais les fabricants, je suis d'accord. Non mais... Quand on entend des conneries du genre, faut construire en paille, en chanvre, etc., et qu'on te dit le durable, c'est le durable, durer, essaye de faire durer un bâtiment en paille, essaye. Tu as vu l'histoire des 3 petits cochons, tu connais l'histoire des 3 petits cochons, là, la paille, le machin, le chat... Les pas des ingénieurs qui ont écrit cette histoire quand même. 150 ans, il a raison. Et je pense que c'est ce point-là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que, oui, je suis d'accord, le bois en façade, c'est à Paris, en général, ça... Mais dans les Vosges ou ailleurs, moi je suis d'accord, hein, j'ai pas de problème. Hein. Dans les Vosges, Aucun problème. parce que tu peux le remplacer rapidement, mais en soi, en structure, ou même le chauffant, vous l'avez déjà dit, c'est un matériau qu'il y a un lien avec un minéral, il est très très durable aussi dans le temps. Du coup, parlons d'isolants alternatifs qui pourraient être, par exemple, la laine de verre, qui, si l'étanchéité à l'air n'est pas faite parfaitement, avec la prise d'humidité, elle se compacte et elle perd son intérêt thermique. Pour le chauffant, ça peut pas se passer parce que c'est en soi, en lien avec le minéral, ça ne peut pas pourrir. Parce que la chaux, naturellement, elle supprime toute vie dans cette concentration. Du coup, je pense, je ne sais pas à quel point vous avez travaillé avec ces matériaux ou fait des expériences avec, mais je suis d'accord qu'il y a des contextes où, avec une mauvaise intégration dans le projet, il peut y avoir des pourritures. Ça, c'est aussi le manque de savoir-faire au niveau architectural et des ingénieurs. C'est surtout un problème de réglementation. Et là, je suis bien d'accord. Non. Au quotidien. Non, mais il y a aussi un autre problème énorme, c'est le problème des filières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui les filières nécessaires pour développer en quantité suffisante pour loger tout le monde. Il manque 500 000 logements par an en France. Et tu ne vas pas faire ça avec de la paille et du chanvre. Donc à un moment donné... Attends. La paille, on en produit. Mais non. Oui, on mange du blé. Oui, mais... Non. Moi, je suis en bois. Je trouve que le travail est remarquable. Mais ça, tu sais que ça fait très longtemps que je suis en bois et en chanvre. J'ai viré des entreprises il y a déjà 15 ans qui ne pouvaient pas accepter ça. Mais tu es très cohérent, etc. Par contre, c'est vrai que tu donnes l'impression, enfin, je te connais à travers ce bien que me dit Georges et toi, et c'est la grande architecte. Il se retrouve avec des impositions de bureaucrates. Ça c'est autre chose. C'est pas autre chose, c'est le sujet. C'est vrai qu'il y a la paille, il y en a partout, c'est comme le solaire. Et on pourrait, le solaire... Oui, mais j'ai compris. Oui. Si tu veux, tu pourrais faire très vite beaucoup d'enveloppes. Le système immobilier de Corbusier, tu lui mets des façades en caisson bois à paille, ça marche partout, et l'énergie grise. Parce que la question de, moi qui adore l'inox, et le béton, je ne supporte pas ces discours aussi zéro béton, c'est capital. Non, le béton, c'est un matériau, on l'a découvert, c'est pour ça on a... Chaque chose à sa place. Mais des bâtiments magnifiques, les 4 logements extraordinaires, avec Soral, mais ils sont tous en énergie grise. C'est même pas le carbone, c'est l'énergie globale, en plus non décarbonée. Pour des millions de gens, pour 500 000 logements, si on reste dans ces magnifiques bâtiments, moi j'adore Chéreau, enfin pas Chéreau, Charot. Et Chéreau aussi, c'est bien. J'ai tatoué le Corbusier, je suis moderne, mais on ne peut pas rester avec la truc de masse. Et quelque part dans ton discours, et c'est normal, tu es très énervé, moi je suis un énervé, quoi. Quand tu te tapes tous ces bureaucrates et ces politiques, la compacité, les écolos politiques sont sur la compacité des villes, et en même temps faire du maraîchage, des petits cyclables, tout est incohérent. Tous les discours politiques sont incohérents. Ils se tapent ces mecs-là à haut niveau, tu vois. C'est pour ça qu'il parfois excessif. Mais je ne veux pas que ça soit les matériaux qui sont... En fait, les matériaux, ils ont en utilisation dans les bons endroits et aussi... Mais on est d'accord, Mais moi, attends,
je peux construire, je peux te rassurer, je peux construire en bois demain. J'ai pas de problème. C'est ça, je vous crois bien, mais... Si c'est pertinent. Si c'est pertinent. Moi, ce qui m'intéresse uniquement, c'est dans l'architecture et la construction, c'est la pertinence. La pertinence, ça veut dire la bonne idée au bon moment, au bon endroit. Et si c'est le bois, je fais du bois. J'ai aucun problème avec ça. En fait, tu es un contextualiste aussi. En quelque sorte. Mais on a eu l'impression que tu tirais sur l'ambulance. Non. Voilà. Non, mais parce que ce qui m'énerve, c'est... Non, mais non, parce que... Non, mais ce qui est énervant, c'est d'entendre. Mais on est d'accord. Mais le jour... Mais non, mais... Le problème, c'est la confidentialité. On est d'accord sur les nouveaux matériaux. Attends. On est d'accord sur les nouveaux matériaux. Mais il faut que tu me trouves les filières. Parce que s'il y a des filières qui sont capables de fabriquer à la place de la laine de roche, de la paille isolante, je sais pas quoi, en quantité suffisante pour loger 500 000 personnes, je suis d'accord. Si c'est pour loger 3 Pékins qui sont avec les couilles en or, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous avez bien raison sur ce point-là. C'est juste, en fait, je viens d'une formation d'éco-construction que vous avez fait en Bretagne. Et je vois aussi, c'est pour ça que je voulais bien prendre le focus sur différents endroits, différents matériaux, différents contextes culturels, bien sûr. C'est juste le matériau paille en soi, il a beaucoup de bénéfices dans ces régions-là, et des régions agricoles, aussi dans des cultures où encore les gens encore mettent la main sur le chantier. Mais moi, je suis admiratif de ce que tu fais ou de ce que vous faites avec les... C'est pas mon échelle d'intervention. C'est pas mon échelle d'intervention, mais c'est intéressant. Pourquoi pas? Non, alors juste pour te dire un truc, il y a dans les ressources locales la frugalité créative que je regarde avec ça. Il y a des paysans qui ont fait en Alsace du chanvre. Ils n'arrivaient pas, ils ont arrêté parce qu'il n'y a toujours pas d'investissement à la région d'Alsace. Ben voilà. Réfléchissent, il n'y a toujours pas d'usine qui fabrique la chevenote. Donc les agriculteurs sont prêts à y aller. Le pouvoir, la politique, les politiciens ne foutent pas nos impôts aux bons endroits. Alors c'est là, et on fait des contournements. Bien sûr, bien sûr. Non, mais si tu veux, c'est juste là où il faut tempérer. Et franchement, en disant qu'on peut faire 300 000, enfin on peut mixer, hybrider dans les bâtiments publics. On peut hybrider avec de la paille, du machin, du aigu, tout ce qu'on veut. Il suffit effectivement qu'il y ait une volonté politique, c'est elle qui manque pour massifier les géosourcés, mélanger aux géosourcés. Non mais. Non, on est complètement d'accord. On est complètement d'accord. On peut construire intelligent. On peut être intelligent en construisant. C'est pas un sujet. Je crois que on a démontré qu'on savait faire. Mais tu prends l'exemple. Attends. Moi, ce qui m'intéresse, je te dis, c'est les filières et le fait que tout le monde puisse bénéficier des études ou des éléments dont tu parles. On est d'accord. C'est ça. Alors, un exemple. Marc Barani à Nantes a été pris pour faire un concours, il a gagné, logement avec entreprise, machin, obligation, structure et façade bois. Appel d'offres, plus 30%, 40%. Qu'est-ce qu'on fait? On passe tout en béton. C'est ça l'avenir du bois? Et voilà, il n'y a pas de filière. Pareil, tu vois, c'est ça le sujet. Ils sont en train, là, hier, il était en train de repasser le projet en béton parce que le promoteur, enfin le maître d'ouvrage, public et privé, puisqu'ils sont deux, dit non, on ne sait pas faire. À 30%, on ne sait pas faire. À 30%, on ne sait pas faire. Donc, alors, tu as la question où tu continues, tu persistes sur le bois en disant on ne sait pas faire. Et pendant ce temps-là, tu as 100 personnes, 200 personnes qui ne sont pas logées. Ça, c'est important. Où tu dis on va essayer de réfléchir avec d'autres matières dont les filières existent, mais auxquelles il faut leur taper sur la tête, comme le béton, l'acier, etc., pour qu'ils décarbonent leur production et leurs produits, parce qu'à force de leur taper sur la tête et en leur faisant peur, en disant on va vous mettre du chanvre à la place de l'acier, comment ça se réfléchir, comment ça bouger les mecs. Donc, dans la nature du matériel du ciment, il n'y a pas de possibilité de décarboniser. Mais c'est pas vrai ce que tu dis, c'est pas vrai. Non, je suis d'accord sur l'énergie, théoriquement c'est possible, mais le processus de la création, de passer de la chose jusqu'au ciment. Non, regarde, moi je vais pas te donner les détails ici, mais regarde, les bétons décarbonés, ça existe, ça commence à exister, l'acier décarboné, ça commence à exister aussi. Après, c'est des produits de production, c'est tout.
mais ça reste une illusion de penser que tout peut être décarbonisé dans... Mais pourquoi? Parce qu'on a une dépense d'énergie énorme pour cela. Il faut le mettre ponctuellement, sur ça je suis d'accord, le max décarbonisé, mais il n'y aura jamais un impact faible. Non mais attends. Je voulais juste te dire un truc. Le problème de la construction aujourd'hui, de l'urbanisme et de la ville, il y a un mot pour ça qui s'appelle holistique. C'est-à-dire qu'il faut être bon dans tous les secteurs et tous les paramètres. Si tu prends que les matériaux, les paramètres matériaux, tu peux pas. Il faut réfléchir social, il faut réfléchir économie, il faut réfléchir carbone, il faut réfléchir territoire. Tu vois, et c'est que dans un système holistique global et complet qu'on arrivera à s'en sortir. Si chacun prend son bout, l'autre en train de dire il faut des trous dans les façades pour faire revenir les moineaux à Paris. Les moineaux, ils n'en ont rien à foutre, ils sont ailleurs, tu vois, ils viennent pas à Paris. Donc c'est complètement idiot. Il faut à un moment donné réfléchir de manière globale, générale. Et c'est là où vous avez, architecte, ce travail à faire, qui est un travail de synthèse globale sur la société décarbonée. C'est là que c'est important. Et pour moi, dans cette synthèse globale de la société, le béton, il a une place, mais beaucoup plus petite qu'il en a aujourd'hui. Mais bien sûr, mais bien évidemment, mais bien sûr, mais toute alternative intelligente est possible à condition que ça profite aux gens, c'est tout. Moi, je ne suis pas contre. Tu ne peux pas vivre dans l'illusion d'une société où on va tout faire en bois. On est bien d'accord. On a dit hybride tout à l'heure. C'est parce que... Voilà. C'est là que j'ai mis hybride. Il n'y a pas de religion, il ne faut pas de religion dans les matériaux, autre que moins carbone, circuit. Voilà, c'est tout. Il faut fixer des paramètres. À tous les matériaux. Tu fixes des objectifs et tu mets des paramètres derrière. Et on est bien d'accord qu'en soi, ça aurait la conclusion qu'il y aura du béton ponctuellement, mais finalement il y aura plus de matériaux qui viennent plus proches, qui sont moins possédés ou possédés à plus faible coût énergétique. Mais c'est évident. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Sauf qu'il faut. Quand tu travailles, tu as une réalité économique à laquelle tu dois répondre instantanément. Et que voilà. Sinon, j'ai juste un autre truc qui me semble chapeauter tout ça. Une fois de plus, c'est une agence à New York qui décide qu'avec un AA machin, le taux d'endettement, etc., ça va, et tout le système économique va découler de décisions de ce capitalisme financier. Moi, je suis plutôt que la façon de capitalisme, c'est le moins pire, hein, c'est comme la démocratie. C'est pas le problème du capitalisme. Mais aujourd'hui, cette forme de capitalisme financier tel qu'il se passe détermine tout, les filières, les vies, etc. Et donc, comment tu veux développer une économie tant qu'on a cette espèce de système, c'est ce système-là qui est obsolète, c'est pas le béton ou l'inox qui sont obsolètes. Non, c'est le système, on est d'accord. Et l'adhésion de tous, y compris ici, moi, comme tu vas devenir riche, tu vas avoir beaucoup d'impôts. Continuer à accepter qu'on soit des andouillettes, parce qu'en France, l'andouillette, c'est un AA, c'est la très bonne andouillette. 4. Voilà. Tu vois, et en fait, c'est incroyable que tous nos déterminismes, nos vies soient déterminés par ces espèces de systèmes de notation, d'agences, de traders et de robots qui permettent de la spéculation. Là, je pense aussi les matériaux plus de proximité en intérêt parce qu'ils relocalisent l'économie, la production. Mais parce que comme chacun veut, l'économie conditionne un peu tout. Et en fait, c'est l'économie qui se plante. C'est tout le système économique des économistes sont pires que les architectes et les journalistes en termes de fumistes. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire des recherches magnifiques d'architecture, de matériaux, d'hybridation, mais tant qu'on ne pourra pas les mettre en œuvre au niveau sociétal, global, c'est tout. C'est le sujet. Un système complètement débile, économique, ça ne marchera pas non plus. Donc moi je propose on parle de ça dès que la conférence est finie. Après, il y a ça secteur par secteur. On va on va attaquer ça. Oui, mais est-ce qu'on pourrait conclure autrement? Est-ce qu'il y a une autre question? Parce qu'il y a une autre question. Oui. C'était un autre cas. C'était sur la rue de la Chaux. Rue Durkheim. Tout ce qui était sériographie, est-ce que vous avez fait des tests à petite échelle, comment ça s'est passé pour avoir le... Et sur ça, et vous avez montré juste après un autre projet avec du verre opaque. Oui. Et oui,
Je pense qu'on parle un peu plus de Sérigraphié. Tu veux savoir comment ça se fait? En 2 mots. En 2 mots, bah, c'est des émaux. Alors j'avais fait fabriquer, à l'époque les émaux n'étaient pas transparents, c'est-à-dire qu'il y avait tu avais une image posée sur du verre et de l'autre côté c'était tout orange, tu vois, et opaque. Donc on a travaillé avec un sérigraphe, quoi, sérigraphe sur ce qu'on appelle des émaux transparents. Et on a trouvé finalement qu'on pouvait avoir des émaux transparents. Tu fais un dessin, tu le scannes, tu l'informatises, on va dire, et tu le mets comme sur le verre. Tu balances de la poudre, enfin, des émaux qui sont transparents, et tu mets dans un four à 800 degrés, entre 600 et 800 degrés. Et la sérigraphie vient se adhérer, si tu veux, à la paroi du verre, au point que, quand on avait fait des essais à l'époque avec Michel Lombardini, qui était le président de la RVP, il m'avait dit, Solaire, votre décalcomanie, je vais vous l'enlever. Donc il prend une clé comme ça, et puis il commence, il me dit, oh putain, ça part pas. Le verre, il avait absorbé, si tu veux, la couche des émaux qui étaient rentrés dedans, et depuis, pas un seul verre a été défaillant. Ils sont tous en l'état. Le bâtiment, il a 22 ans. Il est neuf. Il est en l'état où il a été construit. Et dans l'autre, le bâtiment blanc, qui est tu dis 1 heure à 800 degrés. à peu près à 600, 700 degrés, tu mets ça dans un four. C'est dans un four. Voilà, je fais chef avec un peu de cumin, tu mets un peu dessus, tu vois, un peu comme ça, un peu d'herbe de Provence, un peu d'huile d'olive. Voilà, tu balances au four et puis tu attends 2 minutes, tu tournes, et c'est bon. Voilà, et puis la technique du blanc, c'est la même chose, c'est pas de la série, c'est pas du décalcomanie ou un élément collé dessus que tu peux décoller, tu vois, comme voilà, mais ça a été balancé, c'était que du blanc, on a balancé une image blanche sur du verre et on va passer au four, et ça bouge pas. Et tu peux... Bon, alors en plus, il y a double précaution, parce que comme il était dans un double vitrage pour certains, donc tu le mets, des doubles vitrages, ils sont séparés de 2 cm, la sérigraphie, tu le mets à l'intérieur du double vitrage extérieur, ce qui fait que personne ne peut la toucher, quand tu as du double vitrage. Mais quand tu as du simple vitrage, tu le mets à l'extérieur, et ça ne bouge pas. Merci, chef Francis. Merci à vous.